Mesdames et messieurs, bonjour. Télévision Rogers est ravie de vous accueillir aujourd'hui pour le débat des candidats du quartier Ottawa-Centre organisé dans le cadre des élections fédérales qui se dérouleront le 21 octobre prochain. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir ici 5 candidats et candidates qui tenaient à partager avec vous leurs idées, surtout avec la communauté francophone. Alors, nous accueillons cet après-midi, dans le bon ordre, Mme Émilie Taman du Nouveau Parti démocratique, M. Stuart Ryan du Parti communiste du Canada, Mme Catherine McKenna du Parti libéral du Canada, Mme Carol Clemenhagen du Parti conservateur du Canada, et ensuite, Mme Angela Keller-Herzog du Parti vert du Canada. Alors, voici comment se déroulera le débat d'aujourd'hui. Alors, nous débuterons avec les mots de bienvenue de chaque candidat d'une durée de 60 secondes. Ensuite, nous passerons à la période de questions. Nous poserons une question à un candidat choisi au hasard qui aura 45 secondes pour la première réponse. Ensuite, nous ouvrons le débat. Suite à cette partie du débat, le candidat à qui nous avons posé la question aura 30 secondes pour un droit de réplique. Ensuite, pour conclure tout le débat, à la toute fin, chaque candidat aura, selon le temps restant, environ 1 minute pour un mot de la fin. Et cette fois, nous allons passer à l'ordre inverse des candidats que nous avons fait au début. Et puis, évidemment, le tout se déroulera en français. Alors, mesdames et messieurs, bon débat. Débutons alors avec les mots de bienvenue. Nous avons tiré au sort qui allait nous adresser en premier et ce sera Mme Émilie Taman du Nouveau Parti démocratique du Canada. Allez-y. Merci. J'aimerais tout d'abord reconnaître que ce débat a lieu sur le territoire non cédé de la nation algonquine. Je m'inquiète pour notre démocratie. Je m'inquiète lorsque le gouvernement libéral achète un oléoduc le lendemain du jour où le Parlement déclare l'urgence climatique. Je suis plus qu'inquiète, je me sens trahie par la promesse non tenue de Justin Trudeau de changer notre système électoral pour un système où chaque vote compte. Nous devons remettre les principes de l'avant en politique. Nous devons cesser de subventionner les grands pollueurs et commencer à investir massivement dans les énergies renouvelables et dans nos communautés. Nous devons affirmer que le logement est un droit et donner effet à ce droit en construisant des logements abordables. À Ottawa-Centre, nous avons déjà vu le leadership fondé sur des principes en action. Les néo-démocrates Ed Broadbent et Paul Dewar n'ont jamais hésité de mettre de l'avant leur engagement pour bâtir une société plus juste et plus équitable. Et c'est ça ce qu'on va faire ici à Ottawa-Centre. Merci, Mme Taman. Maintenant, nous allons passer à M. Stuart Ryan du Parti communiste du Canada. Merci, Catherine, et merci, Rogers, pour l'invitation. Je m'appelle Stuart Ryan et je suis le candidat pour le Parti communiste du Canada en Ottawa. Nous avons 5 candidats à cette ville. J'habite à Ottawa Centre pour 40 ans et j'ai travaillé pour le cadre du syndicat canadien de fonction publique à l'Université de Carleton pour 30 ans. En septembre 27, 30 000 gens de Gatineau, incluant les militants du parti, ont joint les millions de monde de demander justice climatique maintenant. Les militants, nous avons une plateforme de réitérer immédiatement la réduction des émissions de carbone, placer la production d'énergie et l'exploitation des ressources naturelles sous contrôle. Merci, M. Ryan. Je dois passer maintenant à Mme Catherine McKenna du Parti libéral du Canada. Merci. En 2015, vous m'avez tenté la chance comme candidate nouvelle. Je me présente encore et je vous demande votre soutien. Au cours des 4 dernières années, j'ai travaillé fort pour tenir les promesses que j'ai faites sur ma plateforme locale, la passerelle Flora, le train léger et la nouvelle superbibliothèque en sont 3 exemples. Mais cette élection ne concerne pas seulement Ottawa-Centre. Il s'agit de l'avenir de notre pays. Notre gouvernement a créé plus de 1 million d'emplois avec les Canadiens. On a haussé plus de 1 million de Canadiens de la pauvreté et nous avons un plan ambitieux et concret pour lutter contre les changements climatiques. Et soyez clairs, nous serons toujours là
pour les droits de la communauté francophone, incluant ici à Ottawa-Centre. Mais si les conservateurs gagnent, tous les progrès que nous avons réalisés ensemble seront perdus. Merci, Mme McKenna. Nous allons passer maintenant à Mme Carol Clemenhagen du Parti conservateur du Canada. Avec un gouvernement fédéral et provincial accablé par les déficits libéraux, le facteur clé pour Ottawa-Centre à l'avenir consistera à dénicher le financement pour nos priorités locales. Je veux qu'Ottawa-Centre ait une voix forte au sein d'un gouvernement conservateur, compétent et attentionné. Un gouvernement qui fait progresser les soins de santé et l'action climatique, qui favorise une économie forte en investissant dans la recherche fondamentale et les infrastructures. Catherine McKenna et Justin Trudeau parlent en termes de relations publiques. Ce qu'ils disent ne correspond pas à ce qu'ils font. La députée libérale a démontré un manque de leadership profond dans nos dossiers locaux. Nous avons besoin d'une députée qui fait preuve de leadership, qui défend les priorités d'Ottawa-Centre. Je vous invite à voter pour un gouvernement conservateur, compétent et intentionné. Merci beaucoup. Et maintenant, au tour de Mme Angela Keller-Herzog du Parti vert du Canada. Bonjour, nous sommes ici sur le territoire non cédé des Algonquins. J'ai choisi d'être candidate le 18 décembre l'année passée. C'était exactement le jour où le gouvernement libéral a annoncé une autre subvention de 1,6 milliard pour le combustible fossile. Nous faisons fausse route. Nous devons vite changer au cap. Je dirige une petite entreprise et je suis leader communautaire d'Ottawa-Centre. J'ai travaillé comme économiste internationalement. Vendredi passé, avec 20 000 personnes à Ottawa, j'ai participé à la grève climatique mondiale. Il faut écouter nos jeunes. Comme députée, je travaillerai efficacement pour la santé de tous, une économie saine et une planète saine. Merci beaucoup. Merci pour vos mots d'introduction. Nous allons passer maintenant aux questions. Les gens à la maison peuvent voir l'ordre dans lequel les gens ont été choisis. Alors, nous commençons avec Mme Émilie Taman du Nouveau Parti démocratique du Canada. La population vieillissante canadienne augmente rapidement. Le programme de la sécurité de la vieillesse, alors la SV, est le régime de retraite le plus important du gouvernement du Canada. La pension de la SV est une prestation mensuelle offerte aux personnes âgées de 65 ans et plus qui satisfont aux conditions canadiennes relatives à la résidence et au statut juridique. Comment allez-vous soutenir les besoins futurs de nos aînés tout en gérant ce programme? Mais merci pour la question. C'est clair que c'est très important qu'on appuie bien nos aînés. Les néo-démocrates, nous, on concentre sur quelques programmes. Numéro 1, on veut avoir plus d'accès au logement abordable. On sait que c'est vraiment un grand problème et c'est pour ça que les prestations vont moins loin parce que les logements coûtent trop cher. Fait que c'est une chose. L'autre chose, c'est un programme de médicaments universels. Ça va aussi baisser les frais que les gens doivent payer, mais ça va être à zéro. On va tout faire ça avec notre système de santé universel. Et on a d'autres mesures qui vont baisser le coût des choses communes parmi les aînés pour assurer qu'ils vont avoir les ressources dont ils ont besoin. Merci beaucoup. Alors maintenant, nous ouvrons le débat. S'il y a des gens qui veulent ajouter des idées, des pensées, allez-y. Alors, dès que nous sommes en gouvernement, nous avons fait une priorité sur les aînés. Nous avons rétabli l'admissibilité de 67 ans à 65 ans, qui était changé sous Stephen Harper. Nous avons un supplément complémentaire pour les personnes âgées dans le besoin. Ça veut dire 947 $ de plus pour les personnes âgées vivant seules qui sont les plus vulnérables. Nous avons un nouveau crédit d'impôt pour aidants naturels, un programme Nouveau Horizon pour les aînés. J'ai vu combien ça fait une différence dans la circonscription. C'est 38 nouvelles subventions
pour des organismes locaux. Et aussi, nous avons promis que nous aurons un programme de médicaments universel et nous investissons des montants historiques dans le logement abordable parce que je sais combien c'est important pour aider nos aidés que je rencontre chaque journée dans Ottawa-Centre. C'est clair que soit sous le gouvernement libéral, soit sur le gouvernement conservateur, l'inégalité dans notre société augmente un pour un. Alors, c'est clair que nous avons besoin d'un changement qui affecte soit les personnes âgées, soit les mères seules, soit toutes les personnes dans la base de notre société. Il faut rééquilibrer notre économie, non seulement pour le secteur d'énergie, pour adresser le changement de climat, mais aussi sur le plan social. C'est vraiment important ce que Angela vient de dire. Je m'excuse parce que c'est vrai que les inégalités dans notre société deviennent de plus en plus croissantes et que c'est non seulement les aînés, mais en particulier nos aînés qui ont travaillé fort toute leur vie, qui se trouvent aujourd'hui vivant souvent, trop souvent en pauvreté. Mais c'est pour ça qu'on veut vraiment s'attaquer à nos services publics pour assurer qu'ils sont bien fondés avec l'argent qu'il faut pour que ce soient vraiment des excellents programmes. Par exemple, aussi les soins dentaires, parce qu'on sait que, surtout parmi les aînés, ça peut coûter très, très cher, les soins dentaires. Mais je veux aussi dire qu'au niveau du Parti libéral, quand il parle des programmes comme des programmes de médicaments universels, il faut vraiment demander la question, est-ce qu'ils vont vraiment le faire? Parce qu'on sait que depuis au moins 1990, ils font des promesses au niveau des programmes de médicaments, mais ils n'ont jamais livré un programme comme ça. Fait que pour moi, il faut vraiment, c'est pas juste une question des promesses qu'on va faire, mais aussi de voir le record. Et à ce niveau-là, on ne peut pas les fier. On a attendu 3 ans avant de nommer un ministre pour les affaires des aînés. 3 ans d'attente avant de nommer une ministre. C'est quelque chose. Ça indique un manque de priorité. Les conservateurs vont augmenter le crédit de taxes pour les aider pour ajouter un peu plus d'argent. Nous allons protéger les transferts aux personnes âgées. C'est un des programmes les plus importants. Les conservateurs vont toujours protéger ces programmes-là. Monsieur Ryan, voulez-vous voir quelques mots aussi? Nous avons un programme de pension complète à 60 ans. Nous avons établi un plan de construire 1 million de logements sociaux et protéger la santé avec un programme pour les drogues et tout médical. C'est un programme qui peut les gens, le peuple et l'environnement avant les profits. Merci beaucoup. Le temps est terminé. Je donne la chance à Mme Tamin de faire la boucle. Merci. On sait que dans les prochaines 10 ans à peu près, que notre population des aînés va doubler. Et c'est dommage qu'on n'a pas vraiment pu faire plus tôt un plan vraiment bien considéré de comment est-ce que notre économie va pouvoir bien soutenir nos aînés. Fait qu'il faut aussi penser, par exemple, à l'immigration, comment que ça va être important qu'on ait une population travaillante pour payer les taxes qui vont supporter les programmes sociaux. Et je suis fière de ce qu'on offre et je pense que ça va faire vraiment un grand impact dans la vie de nos aînés. Merci beaucoup. Nous passons à la prochaine question. Cette fois-ci, je m'adresse à vous, M. Stuart Ryan du Parti communiste du Canada. Depuis le début des élections, le sujet des taxes revient souvent. Le message est de redonner à la classe moyenne. Comment prévoyez-vous mettre cela en marche tout en respectant le budget et les besoins municipaux tels que l'état des routes, le transport en commun et les programmes communautaires? Pardon, je ne comprends pas la question. Souhaitez-vous que je répète la question, monsieur? Oui. On parle des taxes. Les taxes sont importantes. Si. Le message qu'on entend, c'est que parmi plusieurs des partis, on veut redonner des sous dans la poche de chaque citoyen.
on veut savoir comment on peut faire ça tout en s'occupant de nos routes, de nos programmes sociaux, le transport, disons, le transport en commun, les programmes communautaires. Comment est-ce qu'on peut redonner, mais quand même soutenir ces programmes? Plusieurs ans, il y avait 2 taxes qui payent l'imposition, les peuples et les corporations. C'est seulement un. Nous doublerons la taxe d'imposition de corporations pour payer pour tous les programmes sociaux. Merci beaucoup. Alors, j'ouvre le débat. Coût de la vie est quelque chose qu'on entend souvent. Quand je fais du porte-à-porte ici à Ottawa-Centre, je rencontre des gens qui ont des difficultés, qui ont des inquiétudes à propos du coût de la vie présent et l'abordabilité de la vie à l'avenir. Et c'est relié au fait que le gouvernement libéral nous a laissé avec des déficits à répétition. 4 années de déficit successifs et une dette fédérale qui est en croissance. Ça veut dire que ces problèmes-là vont inévitablement affecter notre habilité d'investir dans des services importants, soins de santé, action climatique, services pour les aînés. Alors, il faut procéder d'une façon responsable avec une approche de gestion saine des finances publiques qui manque beaucoup chez les libéraux. Les conservateurs, effectivement, veulent ajouter un peu de marge de manœuvre, un peu plus d'argent dans les poches du monde, les gens qui procèdent dans la vie et qui bénéficieront, par exemple, d'enlever la taxe sur le chauffage. C'est un montant assez modeste, environ 113 $ par foyer en Ontario, mais un peu plus d'argent dans notre poche pour faciliter notre vie. Les conservateurs ajoutent aussi un taxe de crédit universel qui va ajouter jusqu'à 850 $ par an pour une famille de 2 personnes. En faisant ça... Je vais vous interrompre 2 petites secondes. J'aimerais pouvoir ouvrir aussi à d'autres qui veulent peut-être s'ajouter dans le temps qui nous reste. Parfait. Alors, j'aimerais parler de ce qu'on a fait comme gouvernement et les faits. Sous Stephen Harper, on a eu 6 déficits. Si on regarde Doug Ford, on voit les coupures qui affectent beaucoup les gens. Et on regarde ce qu'on a... Après 15 ans de gouvernement libéral en Ontario... Est-ce que je pourrais finir alors, dites la vérité. Soyez on va laisser Mme au McKenna fait. terminer sa pensée. Alors, les faits. Alors, nous avons créé 1 million d'emplois avec les Canadiens. Notre taux de chômage, c'est le plus bas dans 4 décennies. Nous avons une famille de 4 à 2 000 $ plus dans leur poche maintenant dans nos 4 ans. On regarde, on a aussi 1 million de personnes de la pauvreté, 300 000 enfants. Ça veut dire 12 000 enfants ici à Ottawa-Centre qui ont l'opportunité d'avoir des chaussures, d'avoir la bonne nourriture. Et on regarde combien c'est important d'investir. Nous avons investi dans le transport en commun. Le train rapide, c'est une grande opportunité pour qu'on se déplace d'une manière plus vite, plus saine, plus abordable. Alors, nous avons toujours avoir une priorité sur les Canadiens. Merci. On va toujours les aider à investir dans les infrastructures importantes. Merci, Mme McKenna. Avec le temps qui reste, je vais passer au Parti vert. Ensuite, je reviens à toi. OK, merci. Je suis tout d'accord avec ma collègue conservateur ici qu'il faut prendre la responsabilité sur le plan fiscal. Comme eux, notre plan prévoit un budget balancé en 5 ans. Mais notre planification pour le spending, bien sûr, c'est bien différent. Nous allons taxer les riches, nous allons taxer le secteur financier, et aussi, nous allons taxer le secteur commerce électronique international. Mais il faut
se rappeler, on ne peut pas manger l'argent, on ne peut pas boire le pétrole. Alors, il y a aussi les questions de budgétaire écologique. Je laisse vas-y pour un beau 30 secondes. Merci beaucoup. Nous aussi, parmi les néo-démocrates, on veut vraiment s'attaquer à notre système de taxes. Ce n'est pas seulement une question de est-ce qu'on va avoir 50 pièces, 100 pièces de plus dans notre poche avec des coupures de taxes. Nous, on veut s'attaquer numéro 1 aux échappatoires fiscaux. Moi, j'ai été procureur fédéral, puis j'ai été spécialisée dans des poursuites de taxes. Fait que je sais jusqu'à quel point les gens vont aller pour éviter de payer leurs taxes. On veut imposer une taxe sur la richesse de 1 sur les fortunes qui dépassent de 20 millions. On ne doit pas toujours choisir entre les déficits de l'un part puis l'austérité de l'autre. On peut s'attaquer aux questions de taxes pour avoir les revenus dont on a vraiment besoin. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Ryan, pardon, si vous souhaitez, vous pouvez avoir la dernière parole. Oui, merci. Nous réduire les dépenses des militaires par 60%. C'est un problème de revenue, pas d'expense. Nous avons demandé des emplois de 20 ans, 32 heures sont avec tous les salaires. Merci beaucoup. Merci. Nous allons passer à la troisième question. Et cette fois-ci, je m'adresse à vous, Mme McKenna, du Parti libéral du Canada. Quelles sont vos positions et celles de votre parti envers la communauté LGBTQ? Et que souhaitez-vous par rapport à leur acceptation et leur inclusion ici, au Canada, mais aussi en Ontario? Alors, ça, c'est une question très importante. Alors, nous sommes venus comme gouvernement et nous avons dit on doit faire certain que tout le monde soit inclus dans la communauté canadienne, incluant la communauté LGBTQ+. Nous avons eu le premier droit sur les droits des personnes trans. C'était le premier ministre qui a marché dans un parade de Pride. Bien, Andrew Scheer, c'est le seul. Ils ne veulent pas marcher encore, on voit ça. On a fait beaucoup d'investissements dans la communauté LGBTQ+. Ici, à Ottawa, ça fait une grande différence. Et on va toujours tenir debout pour les droits de tout le monde, incluant cette communauté. Merci beaucoup. Alors, j'ouvre le débat. Et évidemment, c'est les droits pour la communauté LGBTQ, etc. Parce qu'on ajoute d'autres, ça inclut d'autres, c'est plus large que seulement J'ai compris. Voilà. C'est important de reconnaître que leurs droits, ce sont des droits humains. Pourquoi est-ce que Andrew Scheer ne joigne pas avec la communauté pour marcher? Alors, M. Scheer parle au Parlement, il parle dans les forums internationaux. Comme je pense au Parlement, il parle publiquement, il parle, excusez-moi, on parle de quoi? Non, vous dites quoi? Que Andrew Scheer, il a fait un exemple qu'ils étaient comme des chiens. Si vous pouvez voir le vidéo, vous pouvez voir le vidéo. Alors, on va parler sérieusement, là, parce que madame ne prend pas ça au sérieux. Moi, je prends ça tellement au sérieux. Si vous parlez comme ça veut dire que vous ne respectez pas le débat et vos collègues ici. Alors, un peu quand même de respect pour le débat et pour l'interaction professionnelle ici. Non, je pense aussi que ce que Mme McKenna elle parle, c'est une vidéo qu'on peut très bien voir sur le site Internet. Alors, je ne pense pas que c'est dérogatoire ce qu'elle dit. Je pense qu'elle pointe... Ce que je veux pour nous, c'est de savoir qu'est-ce que votre parti, vous cinq qui êtes ici, ce que vous pensez, ce que vous voulez pour cette communauté. C'est pas une question qu'est-ce qu'on veut. C'est la communauté, c'est nous. Ce sont nos voisins, notre famille. Alors, il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui fait partie de cette communauté qu'on identifie séparément. C'est nous autres. Mais quand même, il faut notre prendre des mesures communauté pour les protéger. Parce que je comprends ce que vous essayez de dire, mais c'est aussi le cas
que même si ce sont nos voisins, nos amis, nos familles, ils continuent d'être face à face à la discrimination dans leur travail. Et il faut combattre ça. Et M. Scheer a fait c'est une priorité pour notre parti de répéter qu'il n'y a pas de place dans notre parti pour la discrimination, pour la haine, pour le racisme. C'est très clair au sein de notre parti. Mais qu'est-ce que vous allez faire comme politique? Comme par exemple, parmi nous, on propose de changer notre droit pénal pour que ça soit, pour abolir la pratique d'employer des thérapies abusives qui tentent de changer les identités des gens. Par exemple, c'est très abusif. On sait qu'il y a des parents qui n'acceptent pas leurs enfants, qui veulent leur changer, puis ça cause des traumes très, très profondes. C'est un exemple de quelque chose qu'on va faire pour assurer que les droits des membres de la communauté LGBTQ+, sont non seulement respectés, mais aussi il faut les promouvoir. Il faut avoir des mesures pour assurer de l'inclusion au niveau du travail, par exemple. Il faut aussi qu'on a dans notre système de droit tous les outils qu'il nous faut pour protéger ces droits-là. Madame Keller-Herzog, souhaitez-vous ajouter quelques paroles? Oui. Moi, je vois, nous sommes dans un temps où il y a la place vraiment pour l'optimisme parce que c'est une période où nous pouvons explorer la diversité sexuelle beaucoup plus qu'avant. Alors moi, je suis partie de la génération de MeToo, mais ma fille, elle m'enseigne qu'il y a beaucoup de la diversité et aussi il faut décoloniser nos approches juste male and female pour voir beaucoup plus et aussi changer les lois pour permettre cette diversité, comme Émilie a expliqué un peu. Monsieur Ryan, souhaitez-vous ajouter quelques paroles? Nous luttons contre la homophobie et les transphobies. Nous avons un candidat transgender à Londres. Merci beaucoup. Merci. Nous allons passer à la 4e question. Cette fois-ci, je m'en vais envers Mme Carole Clemenhagen du Parti conservateur du Canada. Ailleurs dans le monde, nous observons que la taxe carbone a des effets positifs et elle est bien reçue dans ces communautés. Quelles sont vos positions envers cette taxe? Le Parti conservateur veut diminuer les gaz à effet de serre. On va procéder d'une façon le plus efficace, le plus vite possible. Les cibles de Paris, ce sont les cibles conservatrices établies par le gouvernement conservateur précédent. Alors, comment procéder? Il y a urgence, c'est un défi qui doit être affronté avec énergie et avec diligence. Nous allons mettre l'emphase sur les incitatifs et sur la technologie et aussi sur la collaboration avec les provinces. Merci. Nous allons ouvrir le débat maintenant. Alors, si vous voulez quelque chose qui est le plus efficace pour attaquer au changement climatique, c'est un prix sur la pollution. Nous savons ça. Et c'est un gouvernement conservateur progressiste, c'est sûr, sous Brian Mulroney. C'est lui qui a introduit un prix sur la pollution pour attaquer à la pluie acide. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ça a marché, ça a créé de l'innovation, des emplois ici au Canada. Et moi, j'ai pas peur maintenant que... insiste à continuer à répéter les mêmes choses. C'est la vérité. Ce que je répète, c'est les faits, c'est l'évidence. Tout va bien, n'inquiétez-vous pas. Non, je ne dis nous pas sommes là, etc., etc. Mais quand on regarde les faits, nous sommes 20% en deçà de... Le seul fait, c'est que vous n'avez pas de plan sur les changements climatiques. C'est le seul fait. On est 20% plus haut que nos cibles pour 2020. Nous ne sommes pas en train d'accéder à nos cibles pour 2030. Mais Carole, les libéraux non plus. persistent à dire que
Non, inquiétez-vous pas, tout va bien, on est là. La première Ce chose n'est que pas vrai. Andrew Scheer a dit qu'il Ce va n'est faire pas comme vrai. premier ministre, s'il devient premier ministre, c'est éliminer la prise sur la pollution. Écoutez, C'est il faut éliminer travailler nos avec, nouveaux il faut règles pour travailler les avec projets les majeurs. provinces, il C'est faut travailler éliminer avec les les Madame, je vais industries. vous demander, on va parler une à la fois. Madame McKenna, finissez C'est votre pour pensée. éliminer les incitatifs pour les véhicules électriques. C'est retourner au charbon. Ça, c'est pas le futur que nous voulons. Et on peut attaquer au changement climatique d'une manière qui crée des emplois, qui fait que la vie est abordable. On a créé 1 million d'emplois avec les Canadiens. On a aussi presque 1 million de personnes de la pauvreté. Et nous avons un plan ambitieux, pratique sur les changements climatiques. Et les scientifiques et les experts disent que c'est notre plan qui va marcher pour faire qu'on puisse atteindre nos cibles, les cibles que Stephen Harper a fait rien dessus. Elle est en arrière pour 10 ans. Madame Tamin, oui? Merci. Écoutez, une chose que j'entends souvent, c'est que c'est vraiment dommage que dans cette élection, le débat s'est centré presque seulement sur la question de est-ce qu'on devrait avoir un prix sur la pollution ou non. Bien sûr qu'on devrait avoir un prix sur la pollution, mais ça prend beaucoup d'autres mesures, c'est clair. C'est vrai, je suis d'accord avec Mme McKenna que les conservateurs n'ont aucun plan. Je suis aussi d'accord avec Mme Clement-Hagan qu'enfin, les libéraux, eux non plus, n'ont pas démontré qu'ils vont pouvoir vraiment mettre leur plan à l'avant. Et c'est pour ça que, numéro 1, oui, on maintiendrait le prix sur le charbon, mais il faut bien sûr arrêter de subventionner l'industrie pétrolière. C'est clair, il y a des billions de dollars. Fait que pour nous, le problème, c'est pas la question d'une taxe ou non. C'est la question de comment est-ce qu'on peut vraiment réaliser des plans ambitieux pour s'attaquer au changement climatique, tout en même temps qu'on construit des pipelines, qu'on investit dans des infrastructures, des fossiles. Il faut qu'on change toute la mentalité. Fait que la question de taxes, c'est une question, mais ce n'est pas la question. Madame Keller-Herzog, oui, allez-y. OK, merci. Alors, nous sommes bien d'accord qu'il faut faire un prix sur la pollution et après ça aussi un prix effectif pour changer les choses dans l'économie. Mais ça, c'est que nous inquiétons que si on a le taxe sur le carbone et en même temps, on a la subvention pour le secteur de combustibles fossiles, c'est une contradiction. Alors, ça ne sert à rien. Alors, selon nous, ni les conservateurs ni les libéraux sont capables de prendre l'action effective parce qu'ils sont trop proches avec le secteur de l'huile, pétroleum et le secteur financier. Monsieur Ryan, souhaitez-vous ajouter quelques paroles? C'est un argument de deux partis qui appuient les capitalistes. Nous avons une urgence et un plan d'action maintenant. Merci beaucoup. Nous allons passer à la 5e question. J'ai pas le droit de... Oh oui, pardon, j'ai oublié. Pardon, vous avez 30 secondes. Absolument, c'est moi qui se dépêchais. Allez-y. Pardon. Alors, je trouve que c'est dommage que Mme McKenna continue de dire quelque chose qui n'est pas vraiment soutenu par les faits. Quand on regarde qu'est-ce qui se passe en ce moment, les provinces sont au Cour suprême contre le gouvernement fédéral. Alors, c'est dommage. Alors, et encore une fois, quand on regarde qu'est-ce qui se passe en termes de diminution des gaz à effet de serre, le Climate Change Performance Index, un groupe indépendant, met la performance des libéraux à 54 parmi une soixantaine de nations. Je dois vous arrêter. Si Mme McKenna dit on fait tout, on fait du progrès, comment ça se fait qu'on ne voit pas ça dans les faits? Merci. Je dois passer. Je ne vais pas manquer de temps pour les prochaines questions et surtout les mots de clôture à la fin. Alors, cette fois-ci, je m'adresse à vous, Mme Angela Keller-Herzog du Parti vert du Canada. On remarque une baisse au niveau de la francophonie en région, mais aussi à travers le Canada. Seriez-vous en mesure de bien représenter les francophones hors Québec? Et quelles seront vos priorités envers cette communauté pour qui le français demeure très important? C'est un plaisir d'avoir l'occasion de répondre à cette question. J'ai entendu dire que c'est le bilinguisme et aussi le caractère anglo-franco de Canada
qui a préservé notre distinction comme pays en différent que les États-Unis. Alors, moi, je vois vraiment que c'est le patrimoine et il faut le protéger à tous les niveaux. Le niveau de le bilinguisme garanti, surtout dans le gouvernement fédéral, mais aussi dans notre héritage, les programmes culturels et aux différents niveaux de notre jour hebdomadaire. Merci beaucoup. Alors, j'ouvre le débat. Oui, mais merci. Moi, je peux dire que je connais bien la communauté francophone à Ottawa. Je serai toujours là pour eux, pour assurer qu'ils ont toujours accès aux services dans leur langue maternelle. C'est clair que il y a toujours, surtout quand on voit des gouvernements qui se dirigent vers de l'austérité, qu'il va falloir qu'on protège vraiment accès aux services pour les francophones qui se trouvent en situation minoritaire. Un gouvernement néo-démocrate bonifiera le plan d'action sur les langues officielles afin d'améliorer l'accès aux services. Et pour moi, personnellement, j'ai été procureur. Je sais que tout le monde a de la difficulté à avoir accès aux services judiciaires, mais surtout pour les francophones ici à Ottawa, on n'a pas assez d'avocats, de juges francophones. On assurera que tous les juges de la Cour suprême soient bilingues aussi. C'est très important que notre système de justice, de la première instance jusqu'à la Cour suprême, peut livrer des services en français. Et c'est vraiment le temps qu'on modernise la loi sur les langues officielles et c'est une des choses qu'on fera. Merci. Oui, personnellement, je me considère comme faisant partie de la communauté franco-ontarienne. Mon mari, Jacques, est là. Sa famille vient de la basse ville d'Ottawa. Alors, au niveau personnel, c'est très important pour moi. Je parle français à la maison. Pour le gouvernement conservateur, on appuie la modernisation du loi sur les langues officielles. C'est quelque chose qui doit être fait et on aimerait procéder incessamment. Même qu'en Ontario, ils ont fait des coupures, puis ils ont vraiment... Et aussi, nous irons en partenariat avec le gouvernement provincial pour financer l'Université francophone à Toronto. Ça serait quelque chose qu'on fera avec grand respect et grand partenariat financier. Est-ce que quelqu'un d'autre... Le gouvernement provincial qui refuse de financer l'Université franco-ontarienne. Je plaide le gouvernement fédéral. C'est la deuxième fois que le gouvernement conservateur en Ontario a attaqué les droits des francophones en Ontario. C'est la cause de Montfort, l'hôpital Montfort et l'université francophone. Alors, pour moi, c'est un enjeu très personnel. Moi, j'ai eu la chance d'aller à l'école Notre-Dame à Hamilton. Mon père irlandais, qui ne parle pas un mot de français, croyait vraiment dans la vision de Pierre Elliott Trudeau, du bilinguisme, de l'importance d'avoir deux langues. Et ça, c'est ce que j'ai au cœur. On a vu les coupures de Doug Ford. Moi, j'étais avec la communauté francophone ici à Ottawa et c'est extraordinaire avec des manifestations. Oui, ils vont ouvrir l'université, mais c'est seulement à cause de la pression que la communauté francophone a fait sur le gouvernement Ford, qui n'a pas de respect pour les droits des francophones. Ça serait le même avec Andrew Scheer, on sait. Je pense que c'était Pierre Elliott Trudeau qui a dit qu'il va être le head waiter pour les provinces, c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a investi 2 milliards de dollars avec 500 millions de plus pour faire 3 choses. Premièrement, renforcer les communautés de langue minoritaire. Deuxièmement, meilleur accès aux services en français pour les personnes hors du Québec. Et 3, promouvoir le bilinguisme. Moi, je vais faire certain que ça se passe ici et on va lutter contre les conservateurs comme Doug Ford qui veut attaquer la communauté francophone. Merci, Mme McKenna. Alors, le 30 secondes de la fin, je retourne à vous, Mme Keller-Herzog.
Moi, je suis économiste, alors on dit en anglais « follow the money ». Alors, on peut suivre l'argent pour voir vraiment les priorités d'un gouvernement ou dans notre société. Moi, je trouve que le rôle des médias, c'est très critique dans notre démocratie et pour tout le Canada. Alors, le financement pour Radio-Canada et aussi le CBC à Côte-Anglais doit être augmenté pour garder en vie notre démocratie et notre vie culturelle. Merci. Merci beaucoup. Je retourne à vous, Madame Émilie Taman, du Nouveau Parti démocratique. Nous savons que les problèmes reliés à la violence par arme à feu n'est pas dû aux armes obtenues légalement, mais plutôt à la contrebande provenant d'ailleurs. Que proposez-vous comme solution à ce véritable problème en croissance? Merci pour la question. C'est important. Moi, j'ai eu ma profession dans le système pénal, fait que je comprends à quel point ça cause des inquiétudes. Moi, je dirais que c'est le temps qu'on abolit tous j'ai pas mon vocabulaire, là, mais les handguns, comme vous avez dit. Non seulement dans les villes, parce qu'on veut vraiment qu'on n'a pas accès. C'est vrai que c'est pas toujours légal, mais lorsque les gens en ont légal, ça peut se retrouver dans les mains de ceux qui sont des criminels. Mais vraiment, à la fin de la journée, les vraies solutions à ces problèmes sont plutôt au niveau social. Fait qu'il faut investir dans des services de récréation, des services publics pour appuyer les jeunes, pour leur donner une autre idée de comment poursuivre leur vie. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui aimeraient s'ajouter? Alors, notre Parti libéral a dit que si nous sommes réélus, nous allons bannir les armes à feu militaires et aussi supporter les villes qui veulent bannir les handguns. Je pense que ça, c'est un enjeu très important. J'entends beaucoup à la porte combien les gens veulent voir que ça arrive. On sait que les conservateurs ne feraient ça jamais. On a aussi besoin, comme Emily dit, de faire des investissements dans les services sociaux, mais aussi des opportunités pour les jeunes. Moi, on a fait un investissement qui est très important, c'est dans le club des garçons et filles d'Ottawa. Ça, c'est pour des garçons et filles qui sont au risque. Et quand on investit pour qu'ils puissent jouer au basketball, qu'ils puissent avoir du support avec leurs devoirs, ça aide beaucoup la communauté. Et aussi les gens de la pauvreté. Ça, c'est une priorité de notre gouvernement qu'on a aussi livré 300 000 enfants qui sont hors de la pauvreté et ont la chance de faire bien dans la vie. Un gouvernement conservateur va mettre l'emphase sur la prévention des armes à feu qui arrivent illégalement à travers les frontières et finissent dans les mains des criminels, des gangs de rue dans nos villes et partout au pays. Alors, on va mettre l'emphase où ça va compter, où ça va prévenir des choses. On va aussi augmenter les pénalités pour des gens qui sont des membres des gangs, des criminels, pour les garder en prison quand il y a lieu, pour sauvegarder la sécurité de notre communauté. Mais le problème, Carole, c'est que les conservateurs, ils ne comprennent vraiment pas comment s'attaquer à des problèmes dans notre système pénal. Moi, j'ai quitté un bon emploi comme procureur fédéral quand M. Harper était premier ministre parce qu'il faisait tellement de dommages à notre système pénal. Les peines minimales obligatoires, ils causent plus de mal que de bon. Ça enlève la discrétion des juges et ça permet beaucoup de racisme dans notre système pénal. Ce n'est pas une solution du tout. C'est choquant, c'est pas constitutionnel et on sait que ça n'a pas d'effet que les gens ne contreviennent pas la loi à cause qu'ils vont faire face à une grande peine. C'est une terrible idée. Même, je dirais que le gouvernement libéral, eux, ils ont laissé des peines obligatoires, des peines minimales dans notre code pénal et il faut qu'on les enlève. C'est une terrible idée, je dois vraiment dire, avec toute mon expertise dans le droit pénal, j'étais professeur de droit aussi, c'est pas la bonne route du tout. Monsieur Ryan, est-ce que vous souhaitez ajouter quelques paroles? Je suis d'accord avec Catherine, c'est le problème est la pauvreté. Je suis d'accord avec Emily, sentence minimale. Mais les journalistes
pregunter, ask questions des maires avec Trudeau s'il veut un ban national seulement à une vie. Et tous les maires disent oui. Merci. Madame Keller-Herzog? Alors, pour cet enjeu, comme pour tous les autres politiques, le Parti vert a une approche qui est basée et axée sur l'évidence, sur les statistiques, sur la science. C'est bien évident que dans les pays où il y a un grand nombre des armes, il y a les grands problèmes avec les homicides, les mass shootings et aussi avec la violence contre les femmes dans la famille. Alors, nous sommes convaincus que c'est le temps maintenant pour bannir les armes à feu militaires, bannir aussi le handgun, sauf pour les clubs sportifs où il peut être limité et usagé pour le sport. Merci beaucoup. Alors, le 30 secondes de la fin au sujet des armes à feu? Oui, mais c'est juste pour bien comprendre que bannir des armes à feu, c'est une étape importante, mais c'est vraiment une petite étape dans tout l'univers de ce qu'il faut faire vraiment pour réduire les crimes dans nos collectivités. Et encore, je veux dire que les peines minimales obligatoires sont une terrible idée. Il faut investir plutôt dans des approches de justice communautaire et de la justice réparatrice pour assurer que quand les gens reviennent dans la communauté, ils sont bien placés pour être productifs et de laisser une vie de crime. Merci beaucoup. Nous allons passer à M. Ryan cette fois pour la prochaine question. Nous savons depuis plusieurs années que les humains sont responsables des changements climatiques, un sujet qui est présentement fort dans l'actualité. Qu'allez-vous faire au niveau de l'environnement du point de vue local? Nous avons un plan de 10 points au moment. Le contrôle démocratique et public des ressources d'énergie et les entreprises d'extraction. Remplacer cap and trade et les taxes carbone qu'on limite, comme le Restray Bill, les fines ou le gel pour les polluteurs. Merci. Alors, j'ouvre le débat. Nous parlons d'environnement. Alors, moi, j'ai toujours une plateforme locale. Alors, à l'élection passée, j'ai dit que je ferais certain que le gouvernement fédéral, bien, je travaillais pour le gouvernement fédéral, investi dans phase 2 du train rapide. Ça va être la plus grande réduction de gaz à effet de serre dans la ville. J'ai aussi dit on va ouvrir le pont Flora. La communauté a demandé pour ça pour des années et des années. J'ai pu livrer sur ça. J'ai aussi aidé pour que Ottawa ce soit un centre pour les changements climatiques avec un investissement de 22 millions de dollars qui va aider les communautés, les organismes locaux pour attaquer au changement climatique avec des idées innovatrices. Moi, j'ai annoncé aussi aujourd'hui même moi, je vais, comme si je suis réélue, je vais investir dans le programme d'arbres, plus d'arbres ici à Ottawa. C'est une grande opportunité parce que ça prend le carbone de l'air, mais c'est aussi bon pour les gens. J'ai aussi fait une autre annonce locale que je vais faire certain qu'on aide à avoir des autobus électriques. C'est bon qu'on a le train rapide, mais on a aussi besoin, les gens prennent aussi des autobus, alors des autobus électriques. Et aussi, il y a la grande opportunité économique. Alors, j'ai dit aussi que je vais travailler pour avoir investissement dans Bayview Yards, pour avoir que Ottawa, ça soit un centre clean tech. J'ai vu des compagnies comme Equiskiers, Element AI, Grosser, eux qui ont des solutions et te créent de bons emplois. Alors, moi, je veux que Ottawa soit la capitale la plus verte dans le monde. On a une grande opportunité avec la rivière des Outaouais, avec bien le parc Gatineau, et je vais continuer de travailler pour cet enjeu. Merci, Mme McKenna. Tout en même temps que vous faites des investissements dans le train léger, vous avez aussi fait des investissements à
élargir la 417, par exemple, c'est tellement important qu'on ait des politiques qui assurent que les gens prennent plus les transports en commun et moins leurs autos. Fait que pour moi, c'est un peu comme imposer une taxe sur le charbon, mais en même temps construire des oléoducs. Il faut qu'on soit un peu plus de focus sur les solutions vertes. Nous, on veut investir, bien sûr, dans les transports en commun. Il faut que ça soit électrifié. Et aussi, on veut travailler avec des municipalités qui veulent avoir du transport en commun gratuit. Parce qu'on n'a pas de frais pour conduire une auto sur la route. Mais ici à Ottawa, on a parmi les frais de transport en commun les plus élevés dans l'Amérique du Nord. Et chaque fois qu'on monte les frais, le ridership, ça descend. Fait que quand on élargit les routes, on sait que ça ne prend pas longtemps avant que ça soit encore tout plein d'autos. Et il faut vraiment qu'on a notre focus sur comment est-ce qu'on va encourager les gens de sortir de leur auto. Merci. Bien sûr, il faut électrifier nos autobus aussi. Madame Keller-Herzog et ensuite Madame Clement-Hagen. Je suis très contente d'avoir cette question avec vraiment le focus local. Alors, j'ai travaillé beaucoup avec mon association communautaire et aussi avec le réseau des associations communautaires de toute l'Ottawa pour faire mesurer la ville pour nos émissions. Parce qu'on peut seulement gestionner ce qui est mesuré. Alors, je suis tout d'accord. Il faut investir dans la rénovation énergétique et l'isolation pour les immeubles et aussi avoir les programmes pour aider les familles de faire cet investissement. Merci. Madame Clement-Hagen? C'est sûr que l'infrastructure est la priorité en termes de trains légers sur rail, liaison entre Ottawa et Gatineau. Et aussi investissement dans le système d'égouts pour prévenir les débordements d'effluents dans la rivière des Outaouais. Le gouvernement fédéral, c'est vrai, ils ont investi dans le système d'égouts, mais à un très faible pourcentage. L'argent a été parrainé aussi avec le financement provincial. Mais c'était la ville qui a mis le plus d'argent dans ce projet-là. Alors, il faut aller de l'avant, il faut qu'on ait un gouvernement fédéral qui va vraiment investir dans l'infrastructure. Et avec la dette que les libéraux nous laissent, et au fédéral et au provincial, ça va imposer des Monsieur contraintes. Ryan, vous avez 30 secondes si vous voulez faire la boucle. Nous avons un programme qui a besoin d'éléments de l'économie et du climat. Construire 1 million de logements sociaux verts, établir le contrôle public et démocratique des usines GM et Bombardier, produire une voiture électronique affordable et développer le transport en commun. Merci beaucoup. Alors, la partie de débat est maintenant complétée. Nous allons accorder maintenant à chacun de nos candidats et candidates un mot de la fin. Cette fois-ci, nous allons passer par l'ordre inverse. Alors, nous allons commencer avec vous, Madame Angela Keller-Herzog du Parti vert du Canada. Allez-y. Merci. À Ottawa-Centre, croyez-vous vraiment devoir choisir entre libéraux et conservateurs? Madame McKenna va vous dire d'avoir peur des conservateurs. Mais ici, à Ottawa-Centre, nous n'avons pas voté conservateur depuis 40 ans. Comme Canadienne, citoyenne du monde, économiste, mère, j'ai choisi le Parti vert. Il est le seul à avoir un objectif, un plan, une feuille de route pour agir en urgence pour le climat. 1 million de Canadiens se sont mobilisés pour la grève sur le climat vendredi passé. Joignez-nous à moi et à ceux qui veulent maintenant une action concrète sur le climat, un nouveau contrat social et la réconciliation autochtone. Elizabeth May défend l'intégrité et tiendra ses promesses. Nous avons besoin de plus de Verts au Parlement. Chaque vote pour les Verts à Ottawa-Centre envoie un signal très clair, très fort que nous devons faire mieux. Merci. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à Mme Clement-Hagen. Nous savons que 49%
des revenus de l'État proviennent des impôts des particuliers. Les familles de la classe moyenne payent déjà plus sous les libéraux. Les électeurs peuvent-ils faire confiance à Justin Trudeau et à Catherine McKenna? Sur la base des 4 dernières années, la réponse est non. Après une promesse électorale solennelle en 2015 d'équilibrer le budget et malgré une économie favorable, les libéraux ont enregistré 4 ans de déficit, le dernier se chiffrant à plus de 20 milliards de dollars. En hypothéquant l'avenir, les libéraux choisissent d'ignorer le fardeau qu'ils imposent aux générations futures. Le choix des électeurs révélera en quelle partie ils ont confiance pour renforcer l'économie et gérer efficacement les fonds publics. Je vous invite à voter pour un gouvernement conservateur compétent. Madame McKenna? Je vous promets, si réélu, je travaille chaque jour pour les problèmes que vous tiennent à cœur. Les changements climatiques, une vie meilleure pour vous et votre famille, et pour toujours protéger les droits des francophones. Vous savez où je me situe sur ces questions. J'espère que vous avez un rappel chaque fois que vous traversez la passerelle Flora ou montez sur le train rapide. Et je suis également fière de notre gouvernement. Mais soyez clairs, si Andrew Scheer gagne, tous ces progrès seront perdus. Nous avons vu ce qui arrive avec un gouvernement conservateur ici, Doug Ford. Il fait des coupures qui attaquent aux francophones, attaquent aux plus vulnérables dans la société. Les enjeux ne pourraient plus être plus élevés. J'espère que vous allez voter libéral. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mme McKenna. Monsieur Stuart Ryan, du Parti communiste du Canada. Notre problème avance les besoins de peuple et l'environnement avant les prophètes. Construire 1 million de logements sociaux et nationaliser GM et Bombardier. Nous avancerons la santé publique avec un plan national pour la drogue et tout autre besoin médical. Rendre l'éducation postsecondaire gratuite et abroger la dette étudiante. Adopter un service postal pour tout, le plan de syndicat des travailleurs et des travailleuses des postes. Pour payer les services publics, nous doublerions le taux d'imposition des entreprises, réduire les dépenses militaires. Voir le programme à votecommunist.com. Le 21 octobre, élisons un bloc progressiste incluant les communistes. Votez communiste. Après, placer le peuple et les enfants avant le profit. Merci beaucoup, M. Ryan. Merci. Merci. Mme Émilie Taman, du Nouveau Parti démocratique. Merci. Quel genre de pays voulons-nous? Voulons-nous d'un pays où 2 milliardaires amassent autant de richesses que 11 millions de Canadiens, alors que chaque nuit, dans notre ville, il y a des gens qui dorment dans la rue? Voulons-nous d'un pays où les grands pollueurs obtiennent des milliards de dollars en subventions comme récompense pour nous rapprocher d'une catastrophe climatique? Voulons-nous d'un pays avec un système électoral qui donne aux partis de fausses majorités? Nous pouvons nous assurer que tout le monde ait un toit au-dessus de leur tête, une couverture d'assurance maladie de tête aux pieds et de l'air pur pour respirer si nous insistons que les ultra-riches paient leur juste part. Si nos idées n'offensent pas les dirigeants de l'industrie pétrolière, les milliardaires ou ceux qui défendent les intérêts corporatifs, nous n'agissons pas avec l'urgence qu'exige ce moment. Ayons le courage d'exiger mieux. Votons pour faire passer les gens et la planète en premier. J'espère pouvoir compter sur votre appui le 21 octobre. Merci beaucoup. Merci, mesdames et messieurs. Voilà qui termine le débat. Nous vous remercions d'avoir été des nôtres. Je tiens aussi à remercier les candidats et candidates d'avoir participé à ce débat et surtout, bonne chance. N'oubliez pas que ce débat ainsi que tous les autres seront disponibles en ligne chez tvrogers.com. Et enfin, nous vous rappelons que la date des élections est le 21 octobre prochain. N'oubliez pas de passer au vote, surtout. Mais pour voir en direct le dénouement de ces élections, soyez des nôtres le soir même ici à TV Rogers. Passez une belle journée.